Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une toute nouvelle playlist qui va concerner la compréhension du web. On a en effet terminé la formation Google Sheets native, donc toutes les fonctionnalités disponibles nativement dans Google Sheets. Et avant d'attaquer la partie AppScript, AppScript qui, je le rappelle, est l'équivalent VBA en fait de Google, mais développé en JavaScript, qui est un langage beaucoup plus moderne, maintenu à jour et surtout qui est un langage du web. Avant donc d'attaquer la partie AppScript, je trouvais ça pertinent de faire une petite série de vidéos sur la compréhension du web, afin de bien comprendre où on va mettre les pieds. Cette série de vidéos est donc visionnable par tout le monde, il n'y a pas de prérequis, on va vraiment partir de zéro. Toute personne qui désire mieux comprendre comment fonctionne le web peut visionner ces vidéos. Dans cette première vidéo, on va donc voir qu'est-ce que le web, qu'est-ce qu'un navigateur, et on va même coder notre tout premier site web en direct. C'est parti! Alors, qu'est-ce que le web? Eh bien, le web, c'est le diminutif de World Wide Web, qui veut littéralement dire toile à l'échelle mondiale, donc réseau à l'échelle mondiale, parce que web en anglais c'est toile, toile d'araignée, qui est en fait une partie d'Internet. Donc Internet, c'est pareil, net ça veut dire réseau, inter-réseau. Et c'est une partie d'Internet, puisque Internet n'est pas composé que par le web. Internet, en fait, c'est justement inter-réseau, c'est-à-dire qu'il connecte plusieurs réseaux ensemble. Donc on a le web, on a les serveurs mail, on a tout ce qui va être streaming, visioconférence, et tout ce qui va être partage de fichiers en peer-to-peer, par exemple. Donc dans notre cas, on va s'intéresser au web. On accède au web via un navigateur, le plus fréquemment du temps en fait, et avec des protocoles particuliers. Par exemple, tout le monde sait que HTTP, qui veut dire Hypertext Transfer Protocol, protocole de transfert hypertexte, c'est comme ça que commencent toutes les adresses web. Alors HTTP c'est pour Hypertext Transfer Protocol et HTTPS c'est pareil avec Secure derrière, pour dire que la connexion est sécurisée et cryptée, en fait, enfin est chiffrée entre le client et le serveur. Et on y accède via ce qu'on appelle une URL. URL pour Uniform Resource Locator. Donc en fait, c'est une chaîne de caractères qui permet d'identifier une ressource. Donc le HTTPS, là-haut, veut dire que je veux utiliser le protocole HTTP de façon sécurisée pour accéder à un certain site. Donc les fameux 3W qui sont devenus un peu obsolètes, maintenant on n'est plus obligé de les mettre vu que les noms de domaine redirigent avec ou sans. .google.com par exemple. Donc ici, google.com, c'est un nom de domaine. C'est-à-dire qu'il va identifier le domaine google.com. Mais en fait, derrière, quand on va valider cette requête, on va envoyer une requête non pas à google.com, puisque google.com c'est juste un nom. Derrière, en fait, il nous faut une adresse IP. IP pour Internet Protocol. C'est un protocole qui permet d'identifier justement des machines sur le réseau. Votre ordinateur a une adresse IP publique, et tous les serveurs que vous allez consulter ont aussi leur adresse IP publique. Il y a aussi des adresses IP privées. Pour accéder en fait à google.com, ce qui se passe, c'est que nous on le voit pas, mais notre navigateur va envoyer la requête vers un serveur DNS. Donc, DNS pour Domain Name System, un système de nom de domaine. Donc là, le nom de domaine c'est google.com, et en fait derrière ce nom de domaine est rattaché un serveur. Notre navigateur va demander au serveur DNS, ok, je veux le serveur qui contient la ressource google.com, et le serveur DNS va rediriger vers l'adresse IP du serveur. Par exemple 365.256.54.58. Bon, en l'occurrence, là, il s'agit de Google, donc derrière, ils n'ont pas qu'un seul serveur, ils en ont plein, puisqu'ils reçoivent quand même beaucoup de requêtes par jour, donc un seul serveur ne suffira pas. Ils utilisent ce qu'on appelle des load balancers, donc des équilibreurs de charge, qui vont permettre en fait de rediriger les requêtes d'un serveur à un autre en fonction de la charge qu'il y a actuellement sur ce serveur. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on accédait au web grâce à un navigateur. Du coup, qu'est-ce qu'un navigateur? Eh bien, un navigateur, c'est un logiciel qui permet de consulter, d'interagir avec le web, tout simplement. Comme je disais, on peut accéder à un site via son nom de domaine, avec le protocole HTTP, ou alors via un moteur de recherche pour rechercher le site et le récupérer. Il existe beaucoup de variétés de navigateurs web, les plus connus, Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, etc. Et en fait, un navigateur, c'est un client web qui communique avec des serveurs. Ce qui nous amène à la troisième question. Qu'est-ce qu'un client? Qu'est-ce qu'un serveur? On va plutôt parler en fait là d'architecture client-serveur. Alors pour bien comprendre l'architecture client-serveur, je vais créer un petit diagramme pour expliquer tout ça. Alors, on a d'un côté à gauche un client, à droite un serveur. Donc là, dans notre exemple, notre client, ça va être votre ordinateur et plus spécifiquement votre navigateur. Donc admettons, dans votre navigateur, vous tapez https://www.google.com. Donc vous voulez accéder au site de Google. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Votre navigateur va envoyer une requête vers le serveur en disant je veux accéder à cette page-là. Et un serveur, en fait, c'est un ordinateur connecté.
Il faut voir ça comme un ordinateur qui est connecté tout le temps au web. Le serveur va analyser la requête et va ensuite récupérer les bonnes données. Donc là, en analysant la requête, en fait, il va savoir d'où vient la requête, de quel navigateur, de quel client, de quel cookie. Si vous avez des cookies, par exemple, il peut y avoir de l'authentification ou du traçage de données. Donc, il va analyser la requête et il va récupérer les données. Donc, très souvent, un serveur vient avec des disques durs et une base de données. Disque dur pour stocker de la data et la base de données pour gérer justement des données sous forme de base de données. Donc, le serveur, si il autorise en fait l'accès à la ressource, donc dans le cas de google.com, oui, il autorise, il va ensuite récupérer les données de la page et vous renvoyer la réponse. Et en fait, la réponse va être affichée par votre navigateur qui va lire et afficher la page de Google. Donc en fait, à chaque fois, ça fonctionne par un système de requête et de réponse. Et pour voir en fait ce que renvoie la requête et ce que renvoie le serveur, on peut analyser chaque page web. Par exemple ici, donc là je suis sous Firefox, je vais faire clic droit inspecter. Mais si vous êtes sous Chrome, c'est la même chose, ou sous Safari aussi, clic droit inspecter. Sauf que en fait, ça va se mettre sur la droite, alors que sur Firefox, ça se mettra en bas. Donc dans l'inspecteur, en fait, à chaque fois, on a plusieurs onglets. On a l'inspecteur de code, la console, debugger, réseau, etc. Ici, on voit que quand je sélectionne des choses, il y a plusieurs éléments. Ça, en fait, c'est le code source de la page qui s'affiche ici, qui est lu par le navigateur et qui s'affiche sous cette forme-là. Ce qui nous amène à la question suivante, qu'est-ce que lit un navigateur ? Quel type de données, en fait, va lire un navigateur ? Eh bien, un navigateur va lire principalement 3 types de données. Du HTML, du CSS, du JavaScript et tous les types de médias, c'est-à-dire images, vidéos, etc. Là, ici, ce qu'on voit, c'est du code HTML, doctype HTML, et on voit HTML, body, div, voilà. Et en fait, si on va voir le réseau et que je recharge ma page, là, on va voir qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Et si on prend le tout premier, on a une méthode get sur le domaine www.google.com et fichier / type HTML. Et si on clique dessus, qu'est-ce qu'on voit ? En tête, cookies, requête, réponse. Donc là, on a un système de requête et de réponse. Donc dans les entêtes, on voit que on a fait un get vers le serveur www.google.com. On a l'état avec le code d'état. Donc on verra plus tard sur les verbes HTML et sur les codes d'état. Ce sera pas le sujet de cette vidéo. Et on voit qu'on a des entêtes de réponse et des entêtes de requête. Dans une requête, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas. Par exemple, les formats acceptés, les cookies, s'il y en a. Tout un tas d'autres choses qu'on verra plus tard aussi. Et dans la réponse, il y a aussi des entêtes de réponse qui permettent d'identifier à chaque fois qui est le client et qui est le serveur. Pour être sûr, en fait, d'où vient la data autant côté client que serveur. Que le serveur sache bien que le client est valide et que le client sache bien que le serveur est valide aussi. On n'est pas sur un serveur vérolé ou autre chose. Et si on regarde la réponse, on retrouve la page de Google. Donc si je clique sur brut ici, là je vais avoir le code brut de la page. Donc là c'est un mélange de HTML et de JavaScript. Mais on voit que c'est cette requête qui me renvoie la réponse sous format HTML et qui affiche la page de Google. Alors ici on voit qu'il y a beaucoup d'autres requêtes. Donc là j'en ai pas mal le bloqué par mon bloqueur de pub d'ailleurs. Parce que forcément sur la page de Google, il y a beaucoup d'outils de tracking, beaucoup d'outils de pub. Et au final, c'est une page qui est en fait assez lourde à charger, avec beaucoup de requêtes qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais la page principale, c'est juste cette requête-là qui renvoie la réponse du code HTML. Et si vous êtes sous Chrome, c'est exactement la même chose. Si on va dans Network ici, le réseau, que je recharge ma page, voilà, on voit ici que première ressource, get vers google.com et la réponse. Donc là, elle est sous forme brute, mais c'est bien du code HTML. Et si on analyse un petit peu le code, on voit des choses un peu bizarres. On voit des espèces de balises qui sont ouvertes, fermées, head, meta, script, title, tout un tas de balises et du code qu'on ne comprend pas vraiment. Donc ce qui nous amène au sujet suivant. Qu'est-ce que le HTML, qu'est-ce que le CSS et qu'est-ce que le JavaScript ? Et pour découvrir ça, eh bien, on va tout simplement créer notre tout premier site web. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Vous mettez dans n'importe quel dossier et vous créez un nouveau fichier nommé index.html. Alors, peu importe le nom ici, index, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par contre, il faut que l'extension soit vraiment .html. Une fois que vous avez créé votre fichier, en fait, on va l'ouvrir avec un éditeur de texte. Donc moi, je vais prendre mon environnement de développement, ce qu'on appelle un IDE. C'est un éditeur de texte enrichi qui va m'apporter de la coloration syntaxique, du débugage et beaucoup d'autres fonctionnalités. Mais avec n'importe quel bloc-notes ou éditeur de texte, ça fonctionne. Donc là, on a un fichier vide. Donc le premier truc à écrire, ça va être doctype HTML. Donc ça, c'est juste une convention pour chaque fichier HTML. Donc qu'est-ce que le HTML ? Eh bien, le HTML, c'est pour Hypertext Markup Language, c'est-à-dire un langage hypertexte de balise. Donc c'est un langage de balise, c'est-à-dire qu'on va décrire et identifier les éléments de notre site grâce à des balises. Et par exemple, ici, je vais écrire body. Donc il y a des conventions aussi à respecter. Un fichier HTML doit normalement avoir un head, avoir un body, mais dans notre cas, on va faire quelque chose de très simple. Donc là, en fait, j'ai créé une balise
Hop, je vais agrandir un peu. En ouvrant le chevron, écrivant le nom de la balise, fermant le chevron. Et ensuite, je ferme ma balise en ouvrant un chevron avec un slash, nom de la balise et fermer un chevron. Donc j'ai pas le droit de... Voilà, par exemple ça marche pas parce que c'est pas la même balise. Il faut que ce soit exactement la même balise. Et du coup, je vais pouvoir, par exemple, écrire un H1. Donc, H1, c'est pour Heading 1. En gros, c'est un titre de haute importance. En HTML, il y a 6 types de titres différentes, de H1 à H6 en fonction de l'importance. Alors par convention, normalement un titre H1, il faut qu'il y en ait un seul par page. Par exemple, je vais écrire je suis un titre H1. Et là je vais sauvegarder mon fichier et on voit que il a changé en disant que c'est du HTML. Je vais prendre mon fichier, je vais double-cliquer dessus et là en fait on voit que il apparaît dans le navigateur. En fait, il va être ouvert directement dans le navigateur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre voilà, mon navigateur ici et mon code ici. Et ici on voit notre titre apparaître. Alors, je vais écrire un autre titre, H2. Titre H2. Je sauvegarde. Et dans le navigateur, je vais faire un F5 pour mettre à jour. Ou ici aussi. Et là, on voit que mes titres apparaissent aussi. Et après, je vais mettre une balise P pour paragraphe. Par exemple, je suis le contenu du site. Enregistrer et rafraîchir. Donc, si on clique sur Inspecter, on inspecte la page. On clique droit Inspecter. On voit que là, on retrouve exactement le code de ma page. Alors par défaut, il rajoute une balise head qui est censée être obligatoire entre guillemets par convention. Là, j'en ai pas mis ici, on va pas l'utiliser aujourd'hui. Et on voit que on a deux titres, un paragraphe, mais qui ne sont pas du tout mis en forme. Alors en réalité, il y a quand même un minimum de mise en forme. On voit que le titre H1 est plus gros que le titre H2, que le paragraphe. Et si on inspecte en fait les éléments avec le petit sélecteur ici, on voit en fait qu'à chaque fois, il nous affiche quand même qu'il y a des marges automatiquement mises par défaut. Donc ça, ce sont des paramètres par défaut de chaque navigateur qui affichent par défaut s'il n'y a pas de règles sur les éléments. Alors aussi en HTML, on peut faire des commentaires. Alors un commentaire, ça va être une ligne qui ne va pas être exécutée par le navigateur, qui ne va pas être lue, mais qui va être affichée quand même dans le code source. Pour faire un commentaire en HTML, on ouvre un chevron, point d'exclamation, 2 tirets, et pour fermer le commentaire, 2 tirets aussi, et on ferme le chevron. Donc là, on voit que moi, mon environnement de développement m'a mis tout de suite en vert en disant que c'est un commentaire. Et si j'enregistre et je rafraîchis, on voit qu'il n'y a rien qui apparaît. Par contre, dans mon code source, j'ai bien, je suis un commentaire. Donc maintenant qu'on a du HTML, c'est bien. On a 2 titres, un paragraphe. Mais bah, c'est assez moche, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de mise en forme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de centrage. Ça affiche juste le contenu l'un après l'autre. Et donc pour mettre en forme tout ça et rendre ça un peu plus beau, on va dire, on va utiliser du CSS. Donc CSS, c'est pour Cascade Structured Sheet, feuille de structure en cascade ou feuille de style en cascade. Et en fait, le CSS va nous permettre de sélectionner des éléments et de leur affecter des attributs spécifiques. Par exemple, la taille, les marges, les couleurs, les bordures, etc. Alors, normalement, on sépare le fichier HTML du fichier CSS du fichier JavaScript. Mais dans notre cas, on va tout écrire dans le même fichier. Ce qui est possible, vu que par défaut, dans mon fichier HTML, tout va être interprété comme du HTML. Sauf si j'utilise des balises spécifiques. Par exemple ici, j'ai une balise qui s'appelle style. Donc j'ouvre et je ferme la balise. Et en fait, tout ce qui va être dans la balise style, ce sera plus interprété comme du HTML, mais comme du CSS. Donc pareil, en CSS, on peut mettre des commentaires avec slash étoile pour ouvrir un commentaire et étoile slash pour fermer le commentaire. Voilà, ça ne va pas être la même syntaxe. Voilà, donc le CSS, c'est un langage de balise aussi, on va dire, et il fonctionne avec des sélecteurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sélectionne un élément à modifier, et ensuite on lui met tous ses attributs. Donc par exemple ici, si je tape body, et ensuite je vais ouvrir des accolades, donc body, ça veut dire que je veux l'élément body, ou même tous les éléments body. Donc normalement, si une page web est bien faite, il n'y a qu'un seul élément body par page. Et par exemple, ce body, je vais lui mettre une couleur de fond. Et ici, on voit qu'on a background color. Donc j'écris le nom de la propriété, 2 points, et là, il faut que je lui mette une valeur de couleur. Donc là, je vais écrire les couleurs en hexadécimal, 0, 0, et là, en fait, ça va me donner 0. Hop, je rafraîchis, voilà, une couleur un petit peu bleu-gris. Donc ici, on voit que dans notre code, le style est bien apparu. Et j'ai bien background color avec ma couleur. Alors, j'ai écrit en hexadécimal, mais en fait, on peut aussi très bien l'écrire en RGB. Donc là, rouge, vert, bleu. Les valeurs vont de 0 à 255. 0 étant noir, si tout est à 0, c'est l'absence de couleur. Et si on met tout à 255, on arrive sur du blanc.
Et c'est intéressant, c'est que toutes les nuances de gris, c'est toujours les 3 variantes de couleurs qui sont au même niveau. Et en fait, la notation en hexadécimal, c'est pareil, ça va être du rouge sur les 2 premiers digits, du vert sur les 2 du milieu et du bleu sur les 2 derniers. C'est juste que c'est codé en hexadécimal avec 16 digits différents, contrairement au système décimal où on a 10 digits différents, ce qui nous permet en fait d'aller de 0 à 255 en utilisant seulement 2 digits. Donc ça va être de 00 à FF. Alors maintenant, je vais modifier plusieurs propriétés du body. Display, donc affiché flex, donc ça c'est un affichage flexible. Colonne et align item center. Ok. Si je mets à jour ma page, donc là en fait, je dis que je veux un affichage flexible en colonne et aligner les objets vers le centre. Et là on voit que ça a aligné tous mes objets vers le centre avec en plus en rajoutant des espaces entre eux. Et si on regarde ici les sélecteurs, on voit que mon titre par exemple ne prend plus 100% de la largeur, mais prend juste ce qu'il faut pour que le texte à l'intérieur soit affiché. Il va être complètement adaptatif à son contenu. Et ensuite par exemple, je vais sélectionner mon H1. Hop. Et pareil, mon H1, je vais mettre un ensemble de règles. Par exemple, je vais mettre une bordure, donc je vais taper border, sur une bordure. Donc il faut que je définisse la taille de la bordure, donc là je veux 1 pixel par exemple. Le type de bordure, on peut avoir du solide ou du dash, du dot, donc en pointillé ou en tiret. Et la couleur de ma bordure. Et là pour l'instant je vais mettre du gray. Alors oui, pour certaines couleurs, on peut aussi taper directement. Les valeurs là, en fait, c'est des couleurs qui sont préenregistrées en CSS et qui correspondent à des valeurs spécifiques. Ici, on voit que le gray, en fait, c'est le gris moyen qui est vraiment au milieu entre le blanc et le noir. J'enregistre, je mets à jour, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, j'ai une bordure grise qui est apparue au temps de mon titre. Et là, je me dis, bah, c'est bien, mais c'est un peu moche là, ma bordure, elle colle complètement à mon texte. J'aimerais bien que ça respire un peu plus. Eh bien, pas de souci. On va rajouter en fait des marges internes. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle le padding. Là, je vais mettre un padding, par exemple, de 40 pixels. J'enregistre, j'actualise, et là, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, si j'inspecte mon élément, là, on voit que mon navigateur, il affiche en jaune les marges et en violet les marges internes, donc le padding. Et bien là, on voit que, en fait, j'ai bien 40 partout, en haut, en bas, à gauche et à droite. J'ai bien une marge interne de 40 pixels partout autour. Après, je peux lui mettre un border radius, donc ça, c'est un rayon de bordure. J'enregistre, j'actualise, et là, on voit que ça arrondit mes bordures, en fait, de 20 pixels. Et je vais lui mettre aussi une background color. Je vais changer sa couleur de fond. Et par exemple, on va mettre un gris très clair. Et voilà, là j'ai mon titre formaté, je suis un titre achat. Et admettons maintenant, je vais appliquer exactement le même formatage à mon paragraphe. Donc je ne vais pas recopier complètement mon H1 et mon P. En fait là, je peux faire une virgule pour dire que je veux sélectionner un autre élément. Et par exemple le P, le paragraphe, j'enregistre, j'actualise. Et là on voit que mon paragraphe a pris exactement les mêmes propriétés que le titre. Alors maintenant c'est bien, j'ai mon petit site avec mon HTML qui décrit la structure, mon CSS qui met un petit peu de peinture on va dire, de design. Mais tout est complètement statique en fait, je ne peux pas interagir très peu avec le site, c'est un site complètement statique qui ne bouge pas. Et bien en fait je vais pouvoir ajouter par-dessus ça du JavaScript, qui est un langage de programmation à part entière, pour pouvoir ajouter en fait du dynamisme au site. On va dire que le HTML, si on prend l'exemple d'une maison, le HTML ça va être toute la structure de la maison, toute la charpente par exemple, les murs. Voilà, la structure globale de la maison qui va être décrite. Le CSS, ça va être tout ce qui va être la peinture. L'apparence, en fait, dire ce mur-là, en fait, je veux qu'il soit de telle couleur, je veux qu'il soit un petit peu biseauté. Enfin, ça va écrire l'apparence un petit peu de votre maison. Et le JavaScript, ça va être toutes les actions qui vont ajouter du dynamisme. Par exemple, dans une maison, ça peut être si j'appuie sur la poignée de porte, la porte s'ouvre. Voilà, ça c'est une action dynamique. Ou alors si j'ouvre le robinet, l'eau sort. Ça va être toute l'ingénierie, on va dire, qu'il y a derrière, toute la technique qui va permettre d'ajouter du dynamisme au site. Et on peut écrire aussi du JavaScript directement dans un fichier HTML grâce à la balise script. Donc là c'est pareil, dans les bonnes pratiques normalement on met le JavaScript dans un fichier séparé. Mais là vu la simplicité du projet et pour la démonstration, je vais tout mettre dans le même fichier. Donc pareil, en JavaScript on peut mettre des commentaires. Alors on peut mettre des commentaires sur une seule ligne. Voilà. Là, si je passe à la ligne suivante, on voit que ça marche pas. Donc là, j'ai juste besoin de faire un double slash et la ligne est commentée. Et on peut mettre des commentaires sur plusieurs lignes aussi. Et on voit qu'en fait, c'est la même structure de commentaire que le CSS quand on le fait sur plusieurs lignes. Donc avec un slash étoile pour l'ouvrir et étoile slash pour fermer. Et là, on voit que c'est bien identifié comme étant un commentaire. Tac. Et si on met à jour, ici on voit que j'ai bien mon script qui apparaît ici. Alors le JavaScript c'est un langage de programmation à part entière
Et ce n'est pas un langage de balise. Ici, là, on a vu, on va dire, des langages balises. Le HTML est un langage balise vu que tout est identifié par des balises. Le CSS, c'est plus un langage de sélecteur avec des propriétés et des attributs. Et JavaScript, c'est vraiment un langage de programmation. Donc ici, en fait, tout va être interprété ligne par ligne. Déjà, je vais écrire un console.log. Console.log, ça va servir à afficher un message dans la console. Voilà, et je vais lui envoyer « Je suis du JavaScript ». Et chaque ligne se termine par un point virgule, exactement comme le CSS ici. J'enregistre, je mets à jour ma page, et en fait là ici, si je vais dans la console, on voit que j'ai bien un message qui vient de index.html, hop, qui est apparu. Je suis du JavaScript. Donc là en JavaScript, je vais d'abord chercher à faire quelque chose d'assez simple. En fait, je veux que quand je clique sur mon titre, ça fasse disparaître le contenu ou le fasse apparaître. Alors pour ça, je vais enlever mon H2 ici. Et ici, mon titre H1, je vais remettre du texte, afficher le contenu du site. Et ici, par contre, je vais devoir identifier mon H1 par quelque chose de plus précis que le sélecteur. Donc, je vais donner un ID, titre. Donc, l'identifiant, l'ID permet d'identifier un élément sur une page. À ceci près qu'un identifiant est toujours unique par page. Vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs ID avec le même nom sur une seule page. Dans ce cas-là, on peut aussi utiliser classe. Donc la classe en fait va nous permettre de créer une classe spécifique et ça on peut utiliser plusieurs classes sur la même page. Et là je vais lui donner ID titre. Donc ça va être mon déclencheur et mon P là, ça va être mon contenu. Là, caché, affiché. Donc je vais créer un ID contenu. Voilà. Ensuite dans mon JavaScript ici, il va falloir que je récupère ces deux éléments là. Donc là la syntaxe, je vais faire un document .get element by id, ça c'est une syntaxe qui existe, et je vais prendre titre et je vais faire pareil, document.get element by id avec mon contenu. Donc là en fait je vais récupérer chaque élément. Donc là je vais récupérer mon élément titre, donc c'est l'élément complet, et mon élément contenu. Et ces éléments là, comme je vais travailler dessus, en fait je vais les stocker dans des variables ou des constantes. Là je vais créer des constantes. Donc pour l'instant, on verra plus tard la syntaxe et le code. Par exemple, je vais l'appeler titre égale document bucket element by id title. Et je vais faire pareil pour mon contenu. Et comme ça, en fait, dès que j'accède à l'élément titre ou contenu, et en fait, ça revient à faire document.getElement by id titre ou contenu. Et ensuite, je vais créer une fonction qui va me permettre de cacher ou d'afficher au clic. Une fonction est toujours identifiée par un nom. Par exemple, je vais l'appeler click on title, ça veut dire clic sur le titre. Peut prendre 0, 1 ou plusieurs paramètres en entrée. Ici, on n'a pas de paramètres. Et pour l'instant, je vais juste afficher dans la console titre cliquer. Enregistrer. Et maintenant, il faut que je dise en fait que si je clique sur H1, ça appelle cette fonction-là. Et bien, dans les éléments, en fait, il existe un attribut qui s'appelle onClick. Et dedans, je vais lui envoyer le nom de la fonction click on title avec des parenthèses pour dire que c'est une fonction. J'enregistre, j'actualise et si je vais dans ma console, on voit que si je clique sur le titre, il y a bien titre cliqué qui apparaît. Donc là en fait plus je clique et puis il apparaît plusieurs fois, donc là il me dit qu'il est apparu 13 fois. Par contre, ici on voit qu'il n'y a rien qui nous indique qu'on peut cliquer sur le titre. Et bien pour ça, dans mes règles CSS H1 et P ici, je vais rajouter un autre attribut, cursor pointer. Ce qui veut dire que dès que on arrive sur l'élément, le curseur se transforme en pointeur. Et en pointeur, en fait, j'actualise, voilà, ça va transformer en main pour dire on peut cliquer. Et là du coup, ça indique à l'utilisateur, ah, je peux cliquer sur cet élément. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Si je clique sur le titre, je veux cacher ou afficher cet élément-là. Et pour ça, on va utiliser la propriété opacité. Donc ici, je vais créer une règle spécifique pour l'élément à l'ID contenu. Donc pour ça, en fait, pour récupérer un ID, il faut mettre dièse devant contenu. Et je vais lui dire que de base, il y a une opacité de 0. Alors attention, opacité de 0. Si j'actualise, on voit que l'élément a disparu. Disparu entre guillemets, parce qu'en fait, l'élément n'a pas du tout disparu. Si on regarde, l'élément est bien là, avec son padding et sa marge. C'est juste que il est invisible, parce qu'il a une opacité de 0. Et on voit qu'il y a même le curseur qui se transforme ici. Alors, on peut le faire avec plusieurs règles. On peut mettre opacité 0 ou un display none. Qu'est-ce que ça va changer? Et bien, l'opacité 0, comme on l'a vu, ça veut dire que en fait, l'élément existe et est transparent, donc il prend de la place sur le site. On le voit dans le code. Par contre, si je fais un display none, niveau apparence,
on voit rien de particulier. Par contre, si j'essaie de sélectionner, on voit que là, je n'ai plus rien. Et dans mon inspecteur, en fait, en display none, ça enlève carrément l'élément du code source. Donc moi, je vais garder opacité à 0 pour dire que l'élément est quand même là, c'est juste que il n'est pas affiché. Donc ce que je veux faire, c'est que si je clique sur le titre, je veux vérifier est-ce que l'opacité est à 0. Si oui, alors je la mets à 1. Sinon, je la mets à 0. Donc je vais enlever mon console.log ici, et là je vais devoir mettre une condition. Donc je vais faire un if, qui veut dire si en anglais. Là, je vais prendre mon élément contenu, je vais aller récupérer le style de cet élément-là, et plus particulièrement la propriété opacity, et je vais vérifier est-ce qu'elle est égale à 1. Donc on met 2 égales en fait pour vérifier une condition en JavaScript. Ensuite, j'ouvre des accolades, et à l'intérieur, c'est si cette condition est vraie, tout le code qui sera à l'intérieur ici sera exécuté, sinon rien ne sera exécuté parce que je n'ai pas de signaux. Donc je dis que si il est égal à 1, je le mets à 0. Et sinon, donc avec un LC, donc dans tous les autres cas, si le contenu style pour opacité n'est pas égal à 1, donc il est égal à 0 ou égal à n'importe quelle valeur, je le mets à 1. J'enregistre, j'actualise, et là on voit que si je clique sur mon titre H1, je clique une fois, ça affiche, je clique une fois, ça cache. Enfin, ça change l'opacité. On peut faire le même avec un display block ou display none, hein. Ça revient à peu près à la même chose. En fait, l'opacité, c'est une valeur entre 0 et 1. Par exemple, si je mets 0,5, on voit que c'est à moitié transparent. Donc 0 étant complètement transparent et 1 étant complètement opaque. Et maintenant, pour améliorer un petit peu l'expérience utilisateur, à chaque fois j'ai affiché, affiché, ça ne bouge pas. Moi j'aimerais bien en fait changer le texte en fonction si le contenu est affiché ou pas. Et donc dans ce cas-là, si l'opacité passe à 0, je vais prendre mon élément titre et je vais changer son texte interne. Donc si je fais titre.innerHTML, en fait ça va prendre tout le contenu à l'intérieur de ma balise titre. Donc ici. Et là je vais lui dire, hop, de mettre afficher le contenu du site. Donc ça c'est le comportement par défaut en fait. Sinon, je vais écrire cacher le reste du site. J'actualise, j'enregistre, et là on voit que ça change bien. Cacher, afficher le reste du site. Et enfin, on va ajouter une dernière petite fonctionnalité à notre site. On va faire en sorte que quand je clique sur le contenu ici, ça change la couleur de fond. Donc pour ça, je vais me créer une deuxième fonction que je vais appeler change color et que je vais appeler au clic sur mon paragraphe. OnClick égale change color. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon contenu.style.background color et là, je vais lui mettre une couleur particulière. Là, ce que je vais faire en sorte que ça me génère une couleur complètement aléatoire à chaque clic sur mon changement de couleur. Ici, je vais changer le texte aussi du paragraphe. Changer la couleur. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction un peu spécifique, random color. Voilà, bon, on va pas trop s'intéresser à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors Math, c'est une librairie, on va dire, une mini bibliothèque qui permet de gérer les opérations mathématiques en JavaScript. Random, ça me renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc ça peut être 0,56, 4, 3, 2, 1, etc. Et 16 777 215, en fait, c'est le nombre de couleurs possibles affichables sur un écran. Vous ne pouvez pas avoir plus de 16 777 215, enfin 216 en vrai, mais ça va de 0 à 16 777 215. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la composante couleur, c'est du rouge, vert et du bleu qui vont de 0 à 255. Ça fait donc 256 valeurs. 256 valeurs pour le rouge, fois 256 valeurs pour le vert, fois 256 valeurs pour le bleu, ça fait 16 777 216 valeurs différentes qui vont de 0 à 16 777 215. Tout comme de 0 à 9, on a 10 valeurs. Et ensuite, je transforme ça en chaîne de caractères en disant que c'est une base 16. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais renvoyer un code hexadécimal, comme ici, avec le dièse et le code hexadécimal correspondant. Et en faisant ça, en fait, ça me génère une couleur aléatoire parmi toutes les couleurs possibles qu'on peut afficher sur un écran. Je sauvegarde, je mets à jour, je clique sur afficher le contenu, et là, si je clique sur changer la couleur, ça ne marche pas parce que je n'ai pas attribué la couleur, c'est normal. Voilà, ici. J'enregistre, je mets à jour, j'affiche, et voilà. Et là, au clic, donc là, je peux cliquer autant de fois que je veux, ça va me générer à chaque fois une couleur complètement aléatoire, parmi les 16 767 000 possibilités de couleurs possibles. Alors là, il y a aussi un effet, quand je double-clique, ça va me sélectionner mon texte. Donc là, je peux ajouter une petite ligne, on va pas trop s'attarder là-dessus, ici,
mais lui disant en fait de empêcher la sélection quand je clique sur l'élément. Ce qui fait que je ne peux pas sélectionner en cliquant dessus. Et voilà. Donc là, on vient de créer notre premier site web. Donc certes, c'est un petit peu moche, ça fait pas grand chose, mais on a créé un générateur de couleurs aléatoires en voilà, une quarantaine de lignes de code, hein, si on enlève tous les espaces. Et donc c'est la combinaison du HTML qui va décrire les éléments de la page, du CSS qui va permettre de faire de la peinture, on va dire, et d'afficher nos éléments de façon correcte, et du JavaScript qui va ajouter de la logique. Donc là, on a fait une logique simple de clic pour afficher, cacher du contenu et changer des propriétés CSS. Cette vidéo est à présent terminée. On a vu ensemble les fondamentaux des concepts du web. Qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'un navigateur. On a vu ensemble rapidement qu'est-ce qu'était le HTML, le CSS et le JavaScript. Et dans les prochaines vidéos, on va apprendre le JavaScript à partir de zéro. Alors pourquoi j'ai insisté sur la différence entre client et serveur? C'est parce qu'on va apprendre le JavaScript directement en fait, dans l'environnement de développement de Google, à l'intérieur d'un fichier Google Sheets par exemple. Et c'est du code qui va s'exécuter côté serveur. Alors que là, le code qu'on a créé, c'est exécuté côté client. De toute façon, le JavaScript étant un langage de programmation à part entière, il n'y a aucune différence entre le code client et serveur dans ce qu'on va apprendre dans les fondamentaux. Si cette vidéo vous a plu et que le sujet du développement web vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et je pourrai continuer cette playlist un peu plus en profondeur sur la compréhension du web et même sur le développement de sites web beaucoup plus complets et complexes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.